Bien, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi 17 janvier 2014, cette révélation du procureur de la République qui donne le tournis. Aïda Ndiong possède 47 milliards 675 millions de francs CFA. C'est la somme débusquée par les enquêteurs dans le cadre de la traque des biens supposés mal acquis de l'ancienne sénatrice libérale. Problème de sémantique autour de la médiation pénale. Le ministre chargé de la bonne gouvernance éclaire l'opinion. Abdoulatif Coulibaly renvoie au texte. Les tirs à balles réelles sur les grévistes de l'établissement scolaire de Ouloumpam à Bignona. L'armée met en place une commission d'enquête. Les militaires incriminés ont blessé 3 élèves de cette localité de Bignona. Retrouvé égorgé dans sa boutique. Le drame s'est produit à Sinthiou Mambambe. Le boutiquier Matamois était âgé de 24 ans. Boycott de la Transgambienne. Les transporteurs menacent de passer à la vitesse supérieure. L'ancien chef de la diplomatie gambienne doute de la bonne volonté des autorités de son pays. 47 milliards 675 millions de francs CFA. C'est l'estimation en espèces et en objets précieux de la richesse de Aïda Ndiong. Révélation du procureur de la République aujourd'hui en milieu d'après-midi devant les journalistes. L'ancienne sénatrice libérale est en prison, je le rappelle, depuis le 17 décembre dernier. Elle est inculpée pour faux, usage de faux et escroquerie. Aboubacar Kamara, Hadiatala. Le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, très attendu, lève un coin du voile sur une partie des biens d'Aïda Ndiong dans les liens de la prévention depuis un mois. En 10 jours, les enquêteurs ont découvert plus de 47 milliards en espèces et en bijoux supposés appartenir à la responsable libérale. À la date du 7 janvier 2014, l'ouverture de 7 coffres appartenant à Mme Aïda Ndiong ou à des sociétés qui sont sa propriété, ainsi que l'exploitation des documents bancaires en notre possession, nous montrait que 23 milliards 400 millions lui appartenant étaient dans une institution financière de la place. Des bijoux d'une valeur estimative de 3 milliards 500 millions ont été aussi trouvés. L'argent et les bijoux ont été saisis par le juge d'instruction. À la date du 16 janvier, donc hier, un montant de 8 milliards a été trouvé dans une institution de la banque, une institution financière de la place. Des bijoux d'une valeur estimative de 12 milliards ont été aussi retrouvés, saisis, photographiés et laissés donc sous la garde de cette institution financière. Aujourd'hui, 250 000 € ont été retrouvés dans une enveloppe, dans un coffre lui appartenant. 20 000 $ aussi, et des bijoux d'une valeur de 600 millions. En résumé, l'estimation provisoire des biens retrouvés se chiffre à 47 milliards 675 millions. Hallucinant et effarant, le montant découvert l'est, même si l'intéressée est présumée innocente. Ce montant serait le montant cumulé si on prenait la population sénégalaise. On donne à chaque Sénégalais la somme de 3 667 francs. Chaque Sénégalais, homme, femme, jeune, apprenti, chauffeur, magistrat, si chacun recevait 3 667 francs. Ou bien on peut vous dire, une personne qui vit 100 ans peut, avec ce montant, dépenser chaque jour la somme de 2 300 000 francs. Voilà ce que nous avons trouvé. Les 47 milliards 675 millions découverts ne sont que provisoires. La fouille va se poursuivre et les moyens vont être déployés pour découvrir d'autres pistes.
La médiation pénale, l'expression semble semer la confusion aux yeux du ministre de la promotion de la bonne gouvernance, Abdoulatif Coulibaly, qui renvoie au texte justement, propos tenus lors du lancement de la campagne nationale sur les coûts de la corruption au Sénégal. Voici le ministre. Le président de la République n'a jamais proposé la médiation pénale. Le président de la République, j'étais présent quand il a expliqué, ça fait partie des mécanismes par lesquels l'État du Sénégal peut recouvrer les biens. Ce n'est pas un mécanisme prioritaire sur d'autres, c'est un mécanisme. Et il a insisté là-dessus. Par contre, dire aujourd'hui que l'État du Sénégal est en train de négocier, ce n'est pas comprendre le mécanisme de la médiation pénale. Quand une personne est déjà inculpée et en phase d'être traduite devant une juridiction, la médiation pénale ne peut plus prospérer. Elle ne peut prospérer qu'après la condamnation de cette personne, notamment sur la façon de restituer le patrimoine qui a été spolié à la nation. Donc il faut bien faire la part des choses. Il y a une confusion qui est faite à ce niveau en disant que les gens qui sont actuellement en prison vont faire l'objet de médiation pénale. Ce n'est pas exact, c'est inexact. Dans la mesure où la médiation pénale se passe au niveau du procureur et non pas au niveau de l'instruction. Ça, il faut le savoir et il faut absolument le dire parce que de façon très claire. Voilà. Entre 2007 et 2011, notez que la corruption a coûté à l'économie sénégalaise 307 milliards de francs CFA, selon le ministre Abdoulatif Coulibaly, ministre de la promotion de la bonne gouvernance, de l'intérêt justement de campagne de sensibilisation contre ce fléau. La première phase démarre en février prochain. Elle va durer 3 mois exactement. Et puis, dans l'affaire des élèves qui ont essuyé des tirs à Oulampam, à Bignona, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar demande l'audition du ministre des Forces armées, du proviseur de ce lycée, également du directeur de l'hôpital de Bignona. La commission de la défense de l'Assemblée nationale se serait saisie de l'affaire au cas échéant au préalable. Nous reparlons de cette affaire dans quelques instants avec Dissa Prera. Et puis cette découverte à Sinthiou Bamambé d'une scène de crime insoutenable. Un jeune de 24 ans retrouvé égorgé dans sa boutique. Les auteurs présumés de l'acte sont repartis avec un butin. Une enquête est ouverte sur place. Ali Bandel Nyang. C'est dans cette boutique au quartier Gumpugu que le jeune commerçant a été tué par des inconnus. El Asdia, âgé seulement de 24 ans, a été retrouvé mort, disons dans une mare de sang. Le jeune commerçant gardait la maison en attendant le retour de son oncle, parti depuis quelques jours pour les besoins du Magal de Touba. Les clients qui auront attendu plus longtemps que d'habitude seront surpris par leur découverte. Le maire de la ville, en compagnie de notables, retrouveront la victime égorgée devant le comptoir de sa boutique. Un drame qui a plongé les populations de Sinthiou Bamambé dans la plus grande consternation. Sur son cou, il y avait une blessure. La blessure, grave, il était profond. Je crois, c'est lui qui l'a tué. Il avait un hache, je ne sais pas. Mais le blessure est profond. Tout de suite, lorsque j'ai sorti, j'ai prévenu le préfet. Le préfet, il a prévenu le commandant de la brigade gendarmerie de Ourossogui. Il a prévenu les sapeurs-pompiers. Ils sont tous venus ensemble. Donc actuellement, aujourd'hui, je demande les autorités sénégalais. On demande au moins un sous-brigade la gendarmerie à Sinthiou Bamambé. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes de sécurité à Sinthiou Bamambé. J'appelle solennel. Pourtant, depuis l'ouverture de l'escadron d'intervention et de surveillance de la gendarmerie nationale, les hommes en bleu multiplient des patrouilles et des opérations de sécurisation. Seulement, dans cette affaire à Sinthiou Bamambé, les enquêteurs de la gendarmerie semblent beaucoup plus prudents. Les présumés meurtriers n'auraient pas défoncé la porte pour se retrouver à l'intérieur de la boutique. Je vous en parlais tantôt à Oulampam, à Bignona, où on a frôlé le pire. 3 élèves ont été évacués d'urgence à l'hôpital principal de Dakar. Ils ont essuyé des tirs de militaires en faction lors d'une manifestation. La direction de l'information et des relations publiques des armées a mis en place une commission d'enquête. Ces élèves réclamaient un professeur de philosophie. Dissa Prera. C'était juste un mouvement d'humeur qui a dégénéré. Les élèves du lycée de Oulampam de Bignona manifestaient pour réclamer des professeurs de philosophie. Une manifestation qui a failli tourner au drame. C'est une manifestation d'élèves
qui avait conduit à l'érection de barrages sur la route nationale et à l'interruption de la circulation sur donc cette route nationale entre Bignona et Sénoba. Malheureusement, il s'en est suivi, n'est-ce pas, la blessure de 2 élèves et d'un passager. Des blessures qui seraient, n'est-ce pas, des blessures par balle. Et malheureusement, c'est une situation effectivement que nous déplorons et que nous regrettons. Après l'incident, les 3 blessés, 2 élèves et un chauffeur de transport atteints par une balle perdue ont été acheminés à l'hôpital principal de Dakar par un Fokker de l'armée sénégalaise. Nous avons eu à mettre en œuvre, n'est-ce pas, certains moyens militaires, à savoir l'avion et des médecins pour accompagner ces blessés qui sont aujourd'hui, n'est-ce pas, sous traitement, n'est-ce pas, et il faut aussi, n'est-ce pas, de préciser, ce n'est pas une excuse pour dire que, n'est-ce pas, leur vie n'est pas en danger. Les 3 blessés sont dans un état stable, leur vie n'est plus en danger. L'armée a mis en place une commission d'enquête pour faire la lumière sur cette affaire. Le boycott de la Transgambienne pourrait se corser avec le syndicat national des transporteurs routiers Force du changement qui menace de paralyser le secteur dans toute la sous-région. Ses membres exigent que les autorités sénégalaises se saisissent de cette affaire. Par ailleurs, l'ancien chef de la diplomatie gambienne lui impute la situation au président gambien. Écoutez ce reportage, regardez plutôt ce sujet de Boubacar Diassi. Garage Casamance, Grand Yoff, Dakar. D'habitude, ce site grouille de monde. Un beau monde qui se prépare à prendre le départ pour le sud du pays en traversant la Gambie. Aujourd'hui, c'est le vide, ou presque. Un vide éloquent, car les syndicats des transports routiers boycottent la Transgambienne. Confirmation. C'est le blocage de la frontière qui a fait la rupture des clients. Mais sinon, avant, ça marche. Les syndicalistes qui n'ont leurs yeux que pour constater les mesures imposées par le pouvoir gambien en appellent à l'intervention des autorités sénégalaises. Cheikh Diop et ses camarades vont généraliser la grève. Ils comptent en effet saisir leurs collègues du Mali, de la Mauritanie et des autres pays limitrophes. Nos camarades traversent d'énormes difficultés, éprouvent d'énormes difficultés avec la traversée de la Transgambienne. Nous avons décidé de saisir la coalition. Mais au-delà de la coalition, si on ne trouvait pas de solution avec nos autorités d'abord et avec les autorités gambiennes ensuite, nous pensons que nous serons en droit de saisir la CECI Afrique. Avant de saisir la CECI Afrique, nous partageons cette même CECI Afrique avec des centrales syndicales gambiennes, avec des centrales syndicales maliennes, mais aussi avec des centrales syndicales mauritaniennes. Pour sa part, Sidak Diop, ancien ministre gambien des Affaires étrangères, accuse Yaya Jammeh de chercher des devises sur le dos du Sénégal. Yaya Jammeh, par sa politique étrangère, est arrivé à aliéner l'Europe, qui ne lui donne plus de subventions. Il vient de perdre Taïwan. Alors, ne sachant plus où trouver des devises, je ne sais pas qui lui a donné cette mauvaise conseil, ou bien c'est lui-même qui croit qu'il pouvait tirer profit des taux d'échange entre le CFA et le Dalasi. Pour rappel, il y a 2 semaines, Banjul décidait que les taxes relatives à la traversée de la Gambie soient reçues en francs CFA, augmentant ainsi les frais du simple au double, ce qui n'est pas du goût des syndicats des transports routiers du Sénégal. Nous reparlons de l'audience publique que le chef de l'État Macky Sall a accordée aux pêcheurs de Kayar, aux pêcheurs et aux mareyeurs. C'était hier. Les doléances ont tourné essentiellement autour des licences délivrées aux navires étrangers, des difficultés liées à la transformation, entre autres. Mardieng et Daouda Sow reviennent sur cet événement. Kayar, un village de pêcheurs choisi par le chef de l'État pour faire face aux fédérations et associations des professionnels de la pêche. La rencontre aux allures de meeting politique est communément appelée la grande audience. Une tribune saisie par les acteurs concernés pour dresser une liste de toutes leurs doléances. Nos attentes envers les orientations politiques que vous avez définies tournent autour des axes suivants. Une amélioration de la gouvernance dans le secteur de la pêche avec l'arrêt définitif des autorisations de pêche contraires à nos lois et règlements. L'arrêt des implantations sauvages d'usines, de traitement de produits halieutiques le long de nos plages,
ce qui défigure le littoral. L'autre aspect de cette pêche, de cette préservation des ressources, c'est aussi l'installation d'usines à terre, notamment des usines asiatiques qui privent nos braves femmes de matières premières pour transformer ces produits et les exporter. Ces pêcheurs, mareyeurs et transformatrices ont mobilisé pour recevoir leurs hôtes, le chef de l'État et sa délégation. Un accueil bien apprécié par Macky Sall, qui s'est engagé à protéger les ressources halieutiques. Dans ce cadre, je veux vous rassurer que des moyens importants sont en train d'être mobilisés pour renforcer l'équipement de la Marine nationale afin d'accroître la surveillance des pêches sur l'ensemble du littoral et des eaux territoriales sénégalaises. Ces initiatives concernent également le gel de l'octroi de licences aux unités de pêche industrielles qui ciblent les ressources démersales côtières. L'arraisonnement du bateau russe a aussi été des échanges, un prétexte pour les professionnels du secteur pour inviter le gouvernement à lutter davantage contre la pêche illicite de bateaux étrangers. Nous tenons à ce que des mesures énergiques soient prises pour nous préserver de cette pêche illégale et illicite qui pille nos ressources. Un appel entendu par le président Macky Sall. Il annonce un cadre juridique plus strict contre les pilleurs des eaux sénégalaises. Et je voudrais demander au ministre Ali Haïdar de me présenter d'ici le mois prochain, en tous les cas avant le mois d'avril, une nouvelle législation beaucoup plus stricte à l'encontre des bateaux pirates. Avec cette rencontre, l'État compte développer la pêche pour contribuer à la sécurité alimentaire, mais aussi faire du secteur un des moteurs de la création d'emplois dans le cadre du programme Sénégal émergent. Nous restons à Kayar, je vous en parlais hier de cette enveloppe 2 milliards de francs CFA destinée au financement des activités des transformatrices de poissons. Macky Sall qui annonce par ailleurs le renforcement de la coopération avec les pays voisins dans le domaine de la pêche, bien entendu. De l'exploration pétrolière vient de décider d'accompagner mes actions en faveur des femmes transformatrices et mareyeuses, comme nous l'avons fait du reste à Bargny avec la société Tullow Oil. Avec Petrosen, je dispose déjà d'une enveloppe d'1 milliard de francs CFA qui va permettre d'équiper les femmes de Kayar, celles de Saint-Louis-Guednar, les femmes de Joal et celles de Mbour, en attendant bien entendu de poursuivre l'expérience vers Foundiougne et plus tard vers Kafountine. Il s'agit notamment, premièrement, de mettre en place, dans les meilleurs délais, un fonds social de calamité. Ce fonds est destiné à apporter soutien et assistance aux pêcheurs en cas de sinistre. Ce fonds pourrait permettre, entre autres, de promouvoir les activités d'assurance dans le secteur de la pêche. Le FOGECA, le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique. Pendant 2 jours, l'intégration économique et les infrastructures sur la route du développement dans le continent et surtout dans la sous-région seront au cœur des débats. Le Premier ministre Aminata Touré était à l'ouverture aujourd'hui. Le thème que nous avons choisi cette année, c'est par rapport évidemment à la nomination du président sénégalais à la tête de la coordination évidemment du Népal. Donc nous nous sommes dit que c'était une occasion pour accompagner le chef d'État sénégalais dans la réalisation de ses pairs africains, mais également et surtout de regrouper le secteur privé africain et de voir dans quelle mesure les infrastructures pourraient contribuer au développement économique de notre continent, qui est l'objectif de notre organisation. Votre forum est donc fortement attendu pour apporter une réflexion constructive sur la contribution du secteur privé dans la prise en charge des projets d'infrastructure pour l'intégration et le développement de l'Afrique. Mesdames, Messieurs, c'est presque une palissade que de dire que les infrastructures jouent un rôle moteur dans la croissance économique. Nous le savons, ils constituent le socle du développement et la base essentielle de l'intégration physique, économique et politique de notre continent.
La communauté catholique a naturellement largement répondu à l'appel du cardinal Sarr, son éminence, qui avait appelé l'ensemble des fidèles et les personnes de bonne volonté à jeûner et à prier aujourd'hui pour la paix et la stabilité du Sénégal, également la cohésion des cœurs dans notre pays. Reportage Mardieng et Patrice Basse. Ce matin, à la cathédrale de Dakar, seuls quelques rares fidèles venus se recueillir. L'appel du cardinal à jeûner et prier ce vendredi a été observé par les fidèles rencontrés. Ils adhèrent tous à l'invite à la paix et à la sérénité dans les cœurs. Je pense que le cardinal lance un appel par rapport à la paix, par rapport à la stabilité dans la sous-région et au Sénégal même. Par rapport à tout ce qui s'est passé déjà dans ce pays, qui a pu, d'une manière ou d'une autre, secouer la stabilité politique ou autre chose du pays, franchement, je trouve que c'est une bonne initiative. Un appel qui ne se limite pas aux seuls chrétiens catholiques, mais à l'ensemble des bonnes volontés. La cause implique toutes les confessions. Observer la journée de jeûne, je trouve que c'est une bonne initiative du cardinal. C'est un appel qui mérite vraiment d'avoir une réponse de la part de tous, chrétiens comme musulmans. Je pense que le cardinal c'est une bonne initiative, cela permettra de nouer plus de relations entre les religions. Cet appel pourrait même venir des musulmans. Le Sénégal est un pays où chrétiens et musulmans vivent en parfaite harmonie. Le cardinal nous interpelle à observer une journée de jeûne et de prière. Je trouve cela normal, et surtout le vendredi encore, qui est un jour saint. On est tellement liés, si bien que dans chaque famille, on trouve des musulmans et des chrétiens. Donc jeûnons et prions pour que la paix s'installe dans notre pays. Pour rappel, l'archevêque de Dakar avait proposé 3 démarches pour marquer la journée. Il s'agit du jeûne de nourriture, de la paix et la messe. Des initiatives pour installer la paix dans notre pays et l'éloigner de tout danger. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. Les sports, on parlera sans doute également de cette soirée de gala de la NPS. Effectivement, qui va démarrer dans quelques minutes et ce sera au Grand Théâtre, l'occasion donc pour les journalistes sportifs d'honorer les meilleurs sportifs sénégalais. Tous les lauréats devraient être sur place, présents, à l'exception de Moussa Sow, ballon d'or sénégalais, qui sera tout de même représenté par son frère Ablaye Sow. À noter également que des anciennes gloires seront honorées à cette occasion. On parle de football avec la 5e journée de Ligue 1. Au programme de ce samedi, retenez qu'à 16h, Wakam rencontre Djomba. À 18h, Diaraf affronte le 2e au classement. Il s'agit de Pikine. Dimanche, le leader Port rencontre Niaritali. Ce sera à 18h et au stade Maître Babacar Seye, la Linguère, dernière au classement, affronte l'Olympique de Ngor, 3e. Basketball avec le trophée des champions qui lance les championnats masculins et féminins de la saison 2013-2014. Les 2 rencontres Duc Saint-Louis Basket Club chez les dames et puis Université Gaston Berger contre Duc chez les hommes se joueront sur un parquet réfectionné. Voilà 3 semaines de cela que donc le stadium Marius Ndiaye est en chantier. Un acte imprimé par les dirigeants du comité de normalisation du basketball sénégalais. Suivons ce reportage de Chertigan Dian. Un lifting de 3 semaines, c'est le temps qu'il a fallu au stadium Marius Ndiaye pour refaire peau neuve. Un parquet réfectionné pour les besoins de la saison 2013-2014 qui démarre ce samedi avec le trophée des champions. Pour que le parquet puisse être nivelé, par exemple, être plat, il faut mettre en bas, en dessous, il faut mettre une éponge qui mesure à peu près 2 cm à peu près. Et en dessous encore, il y a le tartan qui était là, où on jouait le basket en 2000. Donc, qui nous a permis d'avoir ce parquet-là. Pour arriver à cet état du parquet du stadium Marius Ndiaye, quelques 734 palettes de bois et autres matériels ont été utilisés. Concrètement, nous avons enlevé tout ce qui a été bois au niveau du parquet, parce qu'il y avait une partie qui était complètement cassée. On a enlevé, et en deuxième, nous avons enlevé l'éponge qui se trouvait entre le tartan et le bois. En dessous de l'éponge, il y avait beaucoup d'eau. C'était les eaux de pluie.
bon, qui ne pouvaient pas s'évaporer parce qu'ici il n'y a pas de soleil. Donc nous avons enlevé tout ce qui pouvait nuire au parquet et nous les avons refait. On a pris de la colle, on a pris du fer, on a des plaques de fer pour le mettre sur chaque palette. Ainsi, le CNB compte faire de son mieux pour épargner l'espace de jeu à toutes sortes de calamités naturelles pouvant détruire cet espace d'épanouissement. Je pense que compte tenu des intempéries que nous connaissons au niveau de ce stadium, des problèmes, donc chaque fois la toiture connaît des difficultés, donc l'eau swing, mais chaque fois qu'il sera nécessaire, on va en tout cas essayer de faire la maintenance. Donc on va insister sur ce fait-là et ceci ne va pas au niveau du parquet, mais cela va se faire au niveau des tribunes ou au niveau des vestiaires. Quand je parle de vestiaires, je parle de plomberie. Pour rappel, ce même parquet a été réfectionné en 2007 par une entreprise française et en 2014, le CNBS envisage de démarrer la nouvelle saison sous de beaux auspices. Tidiane Dione, justement, les rencontres de basket, notamment entre les équipes dakaroises et saint-louisiennes, sont parfois synonymes de violence. Pour éviter tout débordement, des mesures seront prises et appliquées ce samedi à l'occasion de ce tournoi des trophées. Écoutons les explications de Léopold Germain Senghor du CNBS. Nous voulons avoir une organisation de standard mondial, voire international, et c'est pour cela que les normes de sécurité internationales sont plus ou moins respectées. Là, on va mettre à peu près une cinquantaine de policiers, de services d'ordre, de membres du service d'ordre autour de l'organisation, mais aussi on va procéder à la fouille au niveau des entrées parce que nous disposons de détecteurs de métaux. Et donc nous allons, donc c'est le moment aussi de sensibiliser le public pour leur dire que en tout cas nous les appelons à la collaboration parce que nous souhaitons en tout cas procéder à une fouille pas en profondeur mais juste superficielle pour montrer en tout cas que nous prenons très au sérieux la question de la sécurité dans l'organisation de nos événements. Après le basketball, nous parlons d'athlétisme à présent avec la Ligue de Dakar qui a un nouveau président. Il s'appelle Baratia. Parmi ses objectifs au plan régional, l'adhésion des jeunes. Il présente sa feuille de route à Abdelaziz Khan. Ma mission, c'est de booster l'athlétisme de manière générale, donc au niveau de la région de Dakar. Donc étaler aussi une politique de massification. Donc intéresser les jeunes à la pratique de l'athlétisme, essayer aussi de renforcer les moyens financiers, donc en rendant visible la discipline par le biais des sponsors. Au niveau du sport sénégalais, donc nous souffrons d'un manque criard de moyens, donc notre credo sera vraiment de rendre d'abord la discipline attrayante afin d'attirer les sponsors. Parce que nous n'avons pas un budget tellement conséquent, donc moi je pense que si on a 4 ou 5 sponsors, donc on peut s'en sortir largement. Et puis on termine avec les courses automobiles. Le circuit de Bandia accueille ce week-end la deuxième journée du championnat mobile avec la présence d'une vingtaine de pilotes. Raphaël Correa est le directeur de cette course. Il nous parle un peu des innovations. Pour ce week-end, donc à partir du vendredi 17 jusqu'au dimanche 19, nous aurons la deuxième journée du championnat du Sénégal Endurance. Et la nouveauté pour cette deuxième journée du championnat d'endurance, c'est que nous allons la coupler, si vous voulez la mixer, avec les voitures des courses historiques. Qu'est-ce que j'entends par voiture de course historique? C'est toutes les voitures qui ont été construites avant 1983. Et les Sénégalais auront la chance justement de découvrir des véhicules qu'on ne verra jamais au Sénégal. Je pense à la Chitaï, je pense à la Facel Vega, je pense entre autres aussi à l'Alfa Romeo, la Falcon. Nous pensons avoir une quinzaine de voitures modernes. J'entends par voitures modernes les Porsche récents, les Porsche 997. Nous avons des Lotus 11. Nous avons aussi, entre autres, les Fun Cup. C'est des voitures Volkswagen créées spécialement pour les courses automobiles.
Voilà Khalifa pour l'essentiel de l'actualité sportive. Merci Mme Fatoulaye, bon week-end. À suivre les affaires de la cité, le best-of, deuxième partie, ce sera tout à l'heure à 21h00 sur TFM. Bonne soirée, au revoir.